RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors Dialectique, aujourd'hui on s'intéressera à l'immigration. Quelle réalité derrière ce mot? Et pour ce faire, on reçoit aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur de recevoir Brigitte Delacour, représentante de l'association Un Toit pour les migrants, avocate également. Non, pas du tout. Autant pour moi, autant il y a erreur sur la fonction. Il y a plusieurs Brigitte. Bernard Rouanet, bénévole à Un Toit pour les migrants. Karim. Alors on se présente qui est Karim. Karim et Saliou également, et aussi Lilia qui est EduxP au SAMI, donc c'est le service d'accueil des mineurs isolés étrangers. J'espère que j'ai bien présenté tout le monde cette fois-ci. Alors, je vais vous laisser chacun vous présenter un peu plus amplement dans vos fonctions. On va commencer par toi, Lilia. Bonjour à tous, je m'appelle Lilia, j'ai 36 ans, je suis éducatrice spécialisée au service d'accueil des mineurs isolés étrangers depuis maintenant 4 ans. Je travaille sur une unité qui a la spécificité d'accueillir des mineurs qui ont entre 15 et 18 ans, qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui ont la spécificité d'avoir certaines fragilités. Voilà. Nous accueillons également les jeunes filles. Voilà, il n'y a qu'une unité qui accueille actuellement des jeunes filles sur le SAMI. Très bien, Bernard. Mais moi, je suis malheureusement beaucoup plus âgé que la dame. Et je suis bénévole à l'association Un Toit pour les migrants, où on s'occupe d'essayer de trouver des papiers pour les jeunes, de leur obtenir des papiers, de les loger pour ceux qui ne sont pas pris en charge par l'ASE, de leur donner à manger, de les mettre à l'école. Enfin, on essaye de les accueillir dignement. Des jeunes dont font partie Karim et Saliou qui sont avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Brigitte. Alors Brigitte Delacour, je suis retraitée, enseignante auparavant, et je fais partie du réseau Éducation sans frontières qui a mis en place sur Nancy une association, l'association Un Toit pour les migrants, et on a énormément d'activités. Alors je suis trésorière de l'association et on a énormément d'activités avec des familles, avec les jeunes migrants. Très bien. Alors, cette semaine, avec ma collègue Ambre, nous sommes allés sur le terrain, comme toutes les semaines. On allait recueillir un peu les propos de nos concitoyens et on leur a posé cette question spéciale. Qu'est-ce que l'immigration ? L'immigration, ça dépend. Il y a une immigration, par exemple, avec les étudiants qui viennent pour étudier. L'immigration peut être aussi causée avec un problème ou des tensions politiques et économiques dans un pays. Et justement, les immigrants viennent plutôt dans les pays où on trouve de la sécurité ou le travail. Pour moi, l'immigration, justement, ça aiderait aussi les populations à venir étudier, par exemple pour les étudiants, pour justement ceux qui ont des conflits, ou les aider à les loger et à leur aider pour l'avenir, à leur sécuriser une vie saine. Je trouve aussi que c'est aussi une richesse pour la France, parce qu'au début, la France avait aussi comme conception de faire venir le monde chez soi. Donc quand vous voyez la France, vous avez de toutes les cultures, et c'est une richesse plus pour le pays et pour la nation. Par exemple, moi, je suis passionné un peu par l'Afrique ou par l'Asie. Et justement, si je peux pas y aller là-haut, moi j'ai la population à côté, et je peux connaître leur culture, leur langue, leur passé. C'est bien, c'est aussi une richesse pour les interactions, pour moi, quoi. Le fait que les gens changent de voyage, ils changent de pays pour des raisons politiques, sociales et de guerre, tout ce qui est comme ça. Pour moi, c'est ça. Je trouve qu'on est un peu trop chiant, embêtant sur la question, et qu'on devrait laisser un peu les gens. Ils ont des raisons de bouger de pays, de changer, en fait. Ils font pas ça par plaisir. Ils sentent mal dans leur pays d'origine, maternelle ou d'origine, quoi. Et on devrait les accueillir un peu plus avec un peu plus de gentillesse, mais voilà. Puis à la base, la France est un pays d'immigration et il y a toutes les cultures en France, donc voilà. Qu'est-ce que l'immigration ? C'est des gens qui viennent soit par choix ou par nécessité. Qu'est-ce que j'en pense ?
ça me pose pas de problème. Et chaque personne, je pense actuellement, provient de l'immigration, donc c'est plus un sujet problématique pour moi dans la société. C'est à l'origine du multiculturalisme, du coup, ouais, c'est bien. Moi, je suis issu d'une famille d'immigrés en soi, donc grands-parents et quelques proches parents. Et donc pour moi, c'est la chance. On donne la chance à des gens. C'est un hasard en fait. C'est la situation géographique qui fait qu'on n'a pas vraiment les moyens et donc qu'on veut se déplacer pour augmenter son niveau de vie. Donc si la question de fond, c'est se demander si je suis pour, c'est oui. Et je suis même pour que l'État français développe une politique d'accueil des migrants, etc. pour pouvoir donner cette chance, comme moi j'ai la chance d'étudier par exemple, à des gens d'augmenter leur niveau de vie. Parce que c'est normal et c'est dans la bienveillance humaine, entre guillemets. C'est glissant comme question. C'est des gens qui viennent dans un autre pays, du coup. Parce que pour différents problèmes, la guerre par exemple, tout ça quoi. Il y a différents types d'immigration, ça dépend des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre. C'est juste le fait qu'une personne étrangère à un pays vienne dans ce pays-là, justement. C'est juste parce qu'il veut, tout simplement. C'est souvent la raison. Moi, je suis pas forcément contre, parce que ça peut permettre à des personnes qui sont en difficulté dans leur pays de venir dans un pays notamment plus riche comme la France, par exemple, trouver du travail, et ça peut permettre aussi de sauver des vies, par exemple pour les réfugiés de guerre, les réfugiés politiques, etc. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Alors je remercie encore une fois Ambre qui est venue avec moi recueillir ses propos de Nancéen. Qu'est-ce que vous pensez de ce micro-trottoir par rapport aux réponses que vous avez entendues? Est-ce que ce sont des propos qui reviennent souvent, Brigitte par exemple? Alors je les trouve très positifs et heureusement positifs, mais c'est pas ce qu'on entend toujours et malheureusement c'est pas le discours ambiant. À l'heure actuelle, on a quand même un discours qui est très négatif par rapport à la question d'immigration, alors qu'effectivement, il y a plein de raisons qui sont évoquées là et qui montrent à quel point l'immigration, c'est quelque chose de positif pour le pays, quoi. Et c'est vrai que s'il y a des migrants, s'ils viennent, c'est jamais facile de quitter son pays, sa famille. Donc s'ils viennent, ils ont vraiment de très bonnes raisons, quoi. Vous parlez de propos plutôt négatifs la plupart du temps. Est-ce que ce sont les propos majoritaires de votre point de vue? C'est très difficile à dire parce que on sait pas, ce qui passe sur les réseaux sociaux, ce qui passe sur certaines radios, télé, etc. On en fait beaucoup, on en parle beaucoup, mais on parle pas de toutes les familles, de toutes les personnes qui trouvent tout à fait normal l'immigration. Nous, on a une autre vision parce qu'on fait énormément appel à des donateurs. Sur les questions de la migration et sur toute l'aide qu'on peut apporter, et on a toujours des réponses très positives. Donc, les réseaux sociaux mettent en évidence certaines choses qui sont peut-être pas majoritaires, je le pense d'ailleurs, qui doivent pas être majoritaires dans le pays. Qu'est-ce que ça vous fait, Karim Saliou, d'entendre ces mots, d'entendre des Nancéens comme vous parler en ces termes d'immigration? Bon, avant tout, je salue tout le monde. Ça me fait plaisir de les entendre, comme s'il a bien dit, madame. C'est pas toujours les mêmes. Peut-être laisser parler bien face au micro parce qu'on t'entend pas bien. C'est pas toujours les mêmes mots qu'on entend. Et ça me fait plaisir aussi d'entendre des personnes qui sont positives et qui savent que les gens qui viennent, ils ne viennent pas les mains vides. On a beaucoup de choses à partager avec la population française. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir des Nancéens penser comme ça positivement de l'immigration. Et je tiens à signaler que c'est un phénomène qui est aussi vieux que l'humanité. Les êtres humains ont toujours besoin de se déplacer d'un endroit à un autre. Donc on ne peut pas dire que c'est un phénomène qui est nouvel. Du coup, je pense qu'on devrait trouver des solutions par rapport à cette situation et ensemble aussi les migrants ainsi que les populations qu'on vienne dans les pays qu'on vienne, on doit trouver des solutions toutes ensemble comme ça pour
pouvoir mieux vivre ensemble, quoi. Karim? Pour moi, j'ai abandonné un peu tous les négatifs que j'entends sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse pas parce que je vois que les bénévoles ils sont là pour battre pour nous. Nous, nos rôles, il faut garder toujours des positifs en fait, des motivations, parce que pour moi, personnellement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'intégration de la langue. Parce que nous, on a beaucoup de problèmes de la langue, tu vois, parce que il y a majorité qui sont pas fait de l'école leur pays. Du coup, ici, on a tout commencé ici en fait. Moi, je peux dire que personnellement, moi, j'ai commencé ma vie ici. Grâce à bénévole qui nous a inscrits à l'école, la question politique, nous, on savait rien dans les politiques. Voilà. Nous, on prend le courage seulement pour battre. Pour moi, je peux demander tous les jeunes qui comprennent. Parce que j'ai plein de copains qui ne comprennent même pas de la langue. Même ils ne savent pas comment ils peuvent exprimer. Ça fait 3 ans qu'on est là, ils ne comprennent rien. Du coup, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est intégrer dans la société française, comprendre mieux ce que... Après, on a un petit projet qui peut nous aider à vivre. Et c'est vrai que c'est important ce que Karim dit, c'est l'intégration par la langue. Et il y a une forme de violence déjà quand on se déplace d'un pays vers un pays qu'on ne connaît pas ou dont on ne pratique pas la langue couramment. Bernard, comment vous pouvez les aider? Donc il vient de mentionner le fait que ça passe par l'école. Pour ce qui est de la langue, c'est vrai que c'est une priorité. Et nous, ce qu'on a fait, c'est mettre les enfants à l'école. On emmène le plus possible à l'école. On a même créé des classes spéciales pour accueillir ces jeunes. Et actuellement, il y a des dizaines. Je pourrais dire on met plus de 50 jeunes à l'école, notre association. Et ça fait plaisir de voir que des jeunes qui arrivent, qui savent pas un mot de français, et au bout de 2-3 ans, qui parlent à peu près couramment. Voilà. Ça, l'école, c'est un facteur d'intégration important. Pour en revenir au témoignage que vous avez diffusé, je dirais qu'il y a une sorte de décalage entre ce que les gens disent, que les témoignages qu'il y avait, qui sont très positifs et qui font chaud au cœur, et les discours d'un certain nombre de leaders politiques. Je vais vous laisser parler bien en face du micro. Et le discours de certains hommes politiques qui sont odieux et qui entretiennent la haine. Et ça fait plaisir de voir les témoignages que vous avez diffusés. De toute façon, on va revenir sur les questions que vous soulevez, notamment la question de l'hypermédiatisation, d'un certain discours extrémiste, anti-migrants, aussi la volonté de certains politiques de s'emparer du sujet et pas toujours à bon escient. Mais avant ça, juste, je vais recueillir les propos de Lilia par rapport à ce qu'on vient d'entendre, le micro-trottoir. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Alors non, je ne suis pas forcément surprise. En tout cas, je pense que ces personnes qui ont été interrogées sont des jeunes, certainement des étudiants, qui font partie de la nouvelle génération et qui ont pour la plupart dans leur cercle d'amis, j'imagine, un bon grand nombre de personnes provenant de tous horizons. Donc je suis plutôt je partage en fait leurs idées. Je suis moi-même quelqu'un issu de 2 cultures, né d'une maman qui est d'origine française, chrétienne, et d'un père d'origine tunisien qui est aussi immigré. Donc je connais assez bien la question pour avoir vécu dans mon enfance beaucoup de discrimination. Et je pense qu'actuellement, nous sommes confrontés, nous acteurs de la protection de l'enfance, travailleurs sociaux, toutes les personnes qui travaillent dans les associations et qui donnent de leur temps, la plupart du temps bénévolement. Nous sommes confrontés malheureusement à ça. Et je suis très contente qu'aujourd'hui nous pouvons donner la parole à ces jeunes personnes qui sont présents ici, puisque effectivement on entend des discours politiques très discriminants, mais nous ne donnons pas assez la parole à ces personnes qui sont privées de leurs droits finalement. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs le but aussi de ces militants, c'est de leur redonner accès aux droits et à la parole. C'est vrai que sur RCN, on sait que la parole est libre et bien sûr, il nous tenait à cœur d'inviter les premiers concernés dans cette émission. La première question qu'on a posée aux anciens, c'était tout simplement, tout bonnement, qu'est-ce que l'immigration ?
Alors c'est vrai que sur les définitions de l'immigration, aujourd'hui on peut entendre beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de termes, on parle d'immigration, on parle de migrants, on parle pour certaines personnes d'expatriés, pour d'autres on parle de réfugiés. Il y a plein de synonymes. Vous, personnellement, quelle est votre définition de tous ces mots? On va commencer par le mot immigration. Qu'entendez-vous par le mot immigration? Bernard. Oh, immigration, si on s'en tient à la définition du dictionnaire, c'est simplement quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, change de pays. Je pense, quitte son pays pour aller dans un autre pays. Je pense que c'est aussi simple que ça, la définition. Alors, ceci étant, sur les causes de l'immigration, je pense que votre micro-trottoir a tout à fait expliqué tout. C'est soit la misère, soit la guerre, soit pour les jeunes aussi souvent l'absence de perspective. L'absence de perspective, ils ont le sentiment d'être bloqués chez eux, qu'il ne pourra rien se passer, et donc en allant ailleurs, espérer un avenir positif. Voilà, je pense que c'est ça. Il y a aussi des raisons de maladie. Il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se soigner chez eux, parce qu'il n'y a pas les technologies adéquates. Voilà, je pense que c'est toujours des raisons très fortes qui obligent les gens à s'en aller. Les gens ne partent pas de chez eux par plaisir, ça c'est sûr et certain. Alors quel mot, Brigitte, conviendrait le mieux dans ce type de conversation? Est-ce qu'on peut parler de migrants? Est-ce qu'on peut parler de réfugiés, d'exilés, d'immigrés? Alors, les réfugiés, a priori, on entend plus réfugiés suite à une situation politique, une situation de guerre, etc. Je crois que les migrants, c'est un terme qui est plus global, plus général, mais qui recoupe en fait toutes les situations, parce qu'il y a beaucoup de situations. Nous, on va par exemple au niveau des familles. Alors les jeunes, c'est beaucoup effectivement de jeunes qui viennent d'Afrique, mais les familles, par exemple, il y a énormément de familles arméniennes, albanaises qu'on aide. Alors on considère pas que ce soit des pays en guerre. C'est même, l'Albanie est même considérée par exemple comme un pays sûr. Et pourtant, les situations sont très difficiles à vivre. Il y a quand même des problèmes de mafia en Albanie. Les familles ont d'énormes difficultés. Si elles viennent, c'est qu'elles ont pas d'autre solution, quoi. Et elles essayent de trouver une solution pour leurs enfants en venant en France. Donc je crois que le terme de migrant est le plus global et je trouve qu'il est bien approprié, quoi. Et Bernard mentionnait les raisons qui poussent les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, à quitter leur pays et aller trouver refuge, protectorat ou une perspective d'avenir, dans certains cas ailleurs. Quelles sont les raisons qui poussent le plus souvent les jeunes que vous côtoyez au quotidien à venir? Lydia, par exemple. Alors, les raisons sont assez diverses. Vous parliez tout à l'heure de maladies. C'est vrai que je rebondis. Actuellement, nous accompagnons une jeune fille qui est très malade, qui est atteinte de pathologies graves et notamment un cancer. Elle n'est pas venue par choix. Elle vient de l'Albanie, et en Albanie, il y a dans la culture, si vous voulez, quand une personne est malade, la famille porte la maladie de la personne sans même lui dire. Donc cette jeune fille a grandi en sachant qu'elle avait une pathologie, mais en ne sachant pas de quoi il s'agissait réellement. Elle a eu des traitements, etc., assez lourds, mais qui ne correspondaient pas à la bonne pathologie. Ses grands-parents l'ont amenée en France dans l'espoir qu'elle soit soignée. Mais elle a senti ça comme un abandon, si vous voulez. Donc elle est arrivée sur place en se demandant où elle se trouvait, pour quelles raisons on l'avait abandonnée. Et finalement, elle a appris le terme cancer en France, en arrivant en France, vous voyez. Donc on accueille des personnes qui peuvent être malades, on en accueille d'autres qui... malheureusement atterri ici, non pas par choix, mais parce qu'ils se sont fait embarquer dans un réseau. Donc c'est pas forcément une immigration voulue, choisie. Je parle notamment des jeunes femmes, qui pour la plupart vivent beaucoup de traumatismes et de sévices tout au long de leur parcours, et qui, j'en ai rencontré, pour la plupart ne souhaitaient même pas venir en France à la base. Vous voyez ? Donc c'est assez varié. Et puis nous rencontrons aussi d'autres jeunes hommes qui souhaitent simplement avoir une vie meilleure, étudier, apprendre un métier, et qui sont souvent, pour la plupart, très volontaires, travailleurs, et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on puisse leur donner leur chance. Voilà. Karim, Saliou, est-ce que vous connaissez les raisons qui vous ont poussé à venir ici en France? Et est-ce que la France était vraiment un pays de choix, ou est-ce que un autre pays aurait pu vous correspondre?
Pour moi, c'est plus simple en fait. Tu vois, les personnes qui traversent, qui passaient par la Libye simplement, on voit très bien que c'est le pays de guerre. Et on n'est pas venu là-bas pour passer en fait. Moi, personnellement, je peux dire comme ça, hein, mais on n'avait pas de soir là-bas. On était esclaves. Parce qu'en Libye, les pays de guerre, tu peux pas sortir dans la rue. Tu es enfermé toujours. Une fois que tu sors dans la rue, où tu voulais acheter des pains, les Arabes qui te voient, tu es prisonnier en fait. Je vais venir la même parole que M. Bernard l'a dit, c'est la question des soignants aussi. En fait, moi, parce que moi, j'ai des problèmes de santé aussi, que j'ai eu à ma mère, je n'ai jamais su. Je n'ai jamais été à l'hôpital là-bas. C'est ici qu'ils sont découverts que j'ai malade. Ça fait 3 ans qu'ils soignent mon malade. Même bientôt, je vais retourner faire des entretiens. Il y a des choses comme ça, en fait. On n'est pas soigné là-bas. Mais c'est pas les raisons qui ont quitté là-bas. Chacun son parcours, en fait. On ne peut pas définir globalement comme ça. Chacun son parcours différent, en fait. On est tellement différents. Mais pour moi, personnellement, je sais qu'on est un pays des pauvres. Mais il n'y a pas tout le monde qui est sorti, quitté là-bas pour trouver du travail, ou on n'a pas de soi. La plupart ne sont pas de soi. C'est pareil pour toi Non, pour moi, c'est pas... je suis venu ici avec un visa. C'était par rapport à mon activité, parce que moi je suis boxeur, je suis sportif. J'ai été dans mon pays, j'ai été en équipe nationale, j'ai beaucoup j'ai beaucoup voyagé grâce à la boxe. C'est comme ça que je suis venu en France. Et par contre, comme ce qu'il disait tout à l'heure, il y a plusieurs raisons qui poussent les jeunes à quitter leur pays. Il y en a des raisons d'ordre politique, il y en a qui ont des problèmes au niveau de leur famille. Et il y a beaucoup de raisons qui les poussent à prendre la Méditerranée, à faire des milliers de kilomètres pour venir ici. Donc moi personnellement, je juge personne. Je juge personne sur ce point. Chacun a ses raisons qui lui poussent à quitter son pays. Et c'est pas facile aussi de grandir. Moi, j'ai 32 ans. Tu vois, quand tu quittes ton pays, et malgré, tu laisses beaucoup d'années, tu vois, de souvenirs derrière toi, c'est très difficile à vivre. Un jour, tu laisses tout ça derrière toi, c'est vraiment très difficile à vivre une fois sur place. Ici aussi, il y a plein de choses que tu vis ici, et après, tu te dis même, des fois, tu te poses la question si ça vaut la peine, en fait. Et aujourd'hui, je dis qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui, c'est le fait de quitter leur pays et de venir ici pendant, il y en a qui ont fait 5 ans sans pouvoir travailler, ni étudier, sans rien faire. Et jusqu'à présent, il y en a qui attendent leur papier, qu'ils puissent. Vraiment, c'est des raisons. C'est difficile, quoi. C'est difficile à vivre. Dans mon cas, j'ai quitté mon pays, par rapport à mon activité et vis-à-vis de ma famille, parce que je travaille là-bas, je gagnais très bien ma vie là-bas, mais c'était pas ce que j'ai choisi, en fait. Je travaille dans l'entreprise familiale, dans le domaine du transport. Et j'avais des employés à ma disposition, même si c'était mon père je travaillais pour lui, en fait. À un certain moment, il fallait choisir entre ce que je veux faire de ma vie, et je veux pas rester c'est comme si j'étais en prison, en fait. On t'imposait. On m'imposait. Je veux pas rester là-bas et vivre comme si on m'imposait, vivre comme ça toute ma vie, quoi. On me dicte ce que je dois faire, tout ça. Cette vie me correspondait pas, du coup j'ai tout laissé pour prendre mon propre chemin, en fait. Comme ça, demain, quelles que soient les conséquences, je vais les assumer. Et quelqu'un qui a tout laissé pour prendre son propre chemin, c'est l'artiste Tikenja Fakoli, et qui l'explique très bien dans le morceau qu'on va écouter tout de suite, qui s'appelle Africain à Paris.
Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. On est sur RCN 90.7 et on est en direct avec bien sûr Bernard, Brigitte, Lilia, Karim et Saliou pour parler de la question d'immigration. Quelle réalité derrière cette question? On vient d'écouter le morceau de Tikenja Fakoly, africain à Paris. Alors il dit, je cite, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce type de message, dans ce type de chanson, dans les paroles qu'on vient d'entendre par exemple de Tikenja Fakoly? C'est la réalité, tout le monde voit ça, c'est la réalité. Tu vois comment c'est... On voit très bien, on sent étranger, surtout avec des questions de politique, tout ça, on l'attend toujours. Le regard des autres? Bah oui, on regarde les autres, mais souvent, heureusement qu'il y a des bonnes personnes, moi, j'ai la chance, j'ai pas tombé sur les... Je me sens pas tout seul, en fait. Depuis que je suis là, je sens tellement bien, voilà. Vous m'avez posé la question, est-ce que c'était mon... Est-ce que j'ai décidé de revenir en France? Comment vous m'avez posé la question? Moi, c'était pas prévu en fait. Je n'ai jamais pensé que je serais en France un jour. Non. J'ai fait 1 an en Italie. Je voulais pas quitter là-bas, même Libye, mais j'avais pas de ça parce que la langue c'est la plus importante pour moi en fait. En Italie, j'étais à Sicilia. Il y a des langues et raisons et la langue italienne, c'est-à-dire la langue sicilienne et la langue italienne. Nous, on ne savait pas la différence parce qu'on n'a pas fait des études au pays. Comment on peut savoir? La seule chose, après 1 an, je me suis dit, peut-être que je vais essayer d'aller en France pour m'intégrer en fait. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai fait des théâtres, j'ai fait des activités avec les autres. Imaginez, quand je me suis arrivé ici, je ne comprends pas un mot français, même mon nom. Mais aujourd'hui... T'as appris en combien de temps? Bientôt 3 ans que je suis là. Avec les bénévoles qui nous donnaient des cours. Je remercie tous les bénévoles à Nancy. Merci beaucoup. Et grâce à eux, éducatrices, avec un peu de motivation. Attention, le micro de fait un peu. Du coup, Saliou, toi, donc Karim disait que pour s'occuper, il fait du théâtre, il y a l'école, etc. Quel est ton quotidien? Comment tu t'occupes tous les jours? Là, depuis, je suis arrivé ici au mois de novembre 2019. D'accord, donc plus récemment. Ouais. Du coup, j'ai essayé de reprendre mes études à l'université, mais bon, au moment où j'avais mon attestation pour mon attestation de demande d'asile, je savais pas que je pouvais m'inscrire avec ça en fait. C'est tout récemment que j'ai su que je pouvais m'inscrire à l'université. Et en ce moment, j'avais eu un refus au niveau de ma première demande. Du coup, on m'a dit que vu que ton attestation s'est expirée, je suis parti au niveau de la préfecture pour renouveler. On m'a dit que vu que tu as eu un refus, donc tu peux pas renouveler. Du coup, là, je me suis trouvé sans rien faire en fait. J'ai postulé au niveau de du BTP Meurthe et Moselle. Ils ont dit qu'ils prennent les jeunes de moins de 25 ans. Du coup, bon, mon quotidien, je fais beaucoup de lecture, de regarder des documentaires comme ça pour m'occuper. Après, bon, à part le sport, quoi. En ce moment, je suis licencié au club de Saint-Max. Et en plus, je m'entraîne aussi au punch. Quel sport, du coup, toujours au basket? Je suis boxeur. Boxe, pardon, je veux dire. Je m'entraîne aussi au punch. Des fois, je m'entraîne avec les amis. Je fais beaucoup de sport, quoi. Le matin, je cours 1 heure, minimum 1h20 minutes. Tout récemment aussi, j'ai participé à un trail de 25 km dans les Vosges. Et je fais du sport pour m'occuper, quoi. Et beaucoup de lectures, documentaires, tout ça. Ouais, tu lis quoi en ce moment, par exemple? En ce moment, j'ai commencé le tour, voyage au centre du monde. J'ai commencé ça avant-hier.
Et j'ai lu Héros et les dirigeants, les héros africains, quoi. Ouais, les héros africains, oui. Héros et dirigeants du monde noir, quoi. J'ai lu ça il y a 1 an. Et c'est mon quotidien, en fait. Ouais. Donc, tu essaies de je fais du ton corps et ton sport, esprit, la quoi. lecture, les documentaires, c'est ça pour m'occuper, quoi. Et après tout, bon, les études, moi, je me dis que dès l'instant que j'arrête d'apprendre, c'est la mort qui va faire que j'arrête d'apprendre, quoi. Tant qu'on vit, on doit apprendre toujours des choses nouvelles, quoi. Je vois comme ça, même le fait de rencontrer quelqu'un, tu apprends de lui, tu vois. Et moi, je vois la vie comme ça, quoi. Chaque jour que je fais, j'apprends de nouvelles choses, c'est comme ça, quoi. Ouais. Et l'apprentissage fait partie de ton quotidien. C'est vrai que parfois dans les médias, y a dans certains médias une image assez négative des migrants qu'on voit comme des personnes parfois oisives ou qui viennent entre guillemets profiter d'un système, alors que vous êtes des personnes actives, par exemple, qui s'intéressent au théâtre, à la lecture, au sport. Vous essayez de faire des choses. On parlait de la médiatisation de cette question-là des migrants. Quel rôle la médiatisation joue au quotidien? Moi, je voudrais dire quelque chose qui me semble important. C'est que la plupart moi je parle surtout des jeunes Africains, c'est eux que je connais mieux, et des garçons. La plupart, de rarissimes exceptions près, ils ont tous envie d'apprendre, de s'intégrer, de travailler pour gagner leur vie, pour être un citoyen comme tous les citoyens d'ici. Ce qui se passe actuellement, depuis plusieurs années, c'est que la préfecture, systématiquement, ne donne pas de droit de travail. Vous avez des tas de jeunes qui étaient en apprentissage, et que ça se passait très bien, le patron était content, l'école était content, et un jour, on leur dit, monsieur, vous n'avez plus le droit de travailler, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus de ressources, vous n'avez plus rien à faire. Et qu'est-ce qui se passe? Tous ces jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie d'enrichir la France, comme on disait tout à l'heure, ils ne peuvent pas le faire. Alors, ils sont obligés d'avoir des petites activités, et après, les gens disent, vous voyez tous ces jeunes Africains, ils travaillent pas. Mais évidemment qu'ils travaillent pas puisqu'on leur interdit de le faire. Et ça, c'est ça la base aussi du racisme. C'est cette façon dont la préfecture traite ces jeunes pour en faire des gens qui peuvent pas travailler. Voilà. Il faudrait peut-être dire aussi concrètement quel type de richesse ces jeunes peuvent apporter. Je peux vous dire que la plupart de ces jeunes, ils sont dans des formations, malheureusement comme ils arrivent assez tard en âge, ils sont dans des formations qu'en France on dirait peu qualifiées. Je parle de CAP ou de choses comme ça, bien qu'il y en ait qui comme Salou le disait, qui ont fait des vraies études. Mais je veux dire, c'est soit dans les métiers d'accompagnement des personnes, soit dans la restauration, soit dans le bâtiment. Or, ces métiers sont des métiers tendus. Actuellement, nous avons des témoignages de patrons qui cherchent des employés qui ne les trouvent pas dans ces secteurs-là. Et la préfecture refuse systématiquement de leur donner des droits de travail. C'est honteux ce qui se passe. C'est franchement honteux. Et ce sont ces métiers-là qu'on a mis en avant pendant la crise du Covid. Absolument. En plus, avec la reprise, après la crise du Covid, et actuellement qu'il y a une reprise, on manque cruellement de main-d'œuvre. Lisez tous les journaux disent ça. Tous les patrons, les chambres de commerce, les chambres de patrons disent ça. Et on a, nous, un préfet, faut dire appeler les choses par leur nom, qui s'oppose systématiquement à leur donner du travail, et c'est honteux. Il faudra pas s'étonner qu'un jour, il y a des problèmes. Et que ça crée du racisme. Donc je reviens sur cette question d'hypermédiatisation d'un certain discours d'extrême droite, parce qu'elle me paraît importante. On entend souvent la théorie du grand remplacement. Il y a eu récemment le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, j'espère que je prononce bien, qui a affirmé, je cite, « Nous n'accueillons pas de réfugiés car nous devons sauvegarder la pureté ethnique de la Pologne ». Est-ce qu'on peut craindre que ce genre de discours ait un écho en France, Lilia? Alors malheureusement, ce genre de discours a des échos partout. C'est-à-dire que nous sommes face à des moments de crise où la population se sent lésée. Je parle de toutes les personnes au sein de tous les pays à cette heure-ci. Il y a de grosses difficultés financières. Il y a effectivement des domaines dans lesquels on manque cruellement
d'employés, etc. Enfin, c'est un peu la crise partout finalement. Donc, il faut bien trouver un coupable quelque part. Et le coupable, souvent, c'est l'immigré qui vient prendre voilà, c'est très facile, qui vient prendre le travail de l'autre. Sauf que effectivement, comme vous l'avez souligné, la plupart des jeunes qu'on accueille sont très motivés et s'orientent la plupart du temps vers des métiers en tension. Donc finalement, personne ne vole le travail de personne. Au contraire, ils contribuent à l'économie du pays et ils apportent leur pierre à l'édifice afin que tout le monde y trouve leur compte. Parce que finalement, à l'époque, il y a quelques années, la France a accueilli un bon nombre d'immigrés et ça a bien rendu service. Donc c'est simplement une politique d'hypocrisie. Voilà. C'est-à-dire que on accepte des mineurs migrants sur le territoire. Alors je vais parler des mineurs parce que moi j'accompagne les mineurs. On les accompagne, on les accueille. On accepte de les accueillir tant qu'ils sont mineurs et à partir du moment où ils sont majeurs, on leur coupe de leurs droits. Donc c'est une grosse hypocrisie parce que ces jeunes sont là depuis 2, 3 ans, voire 4, essayent de s'intégrer, apprennent une langue, sont pleins d'espoir, sont pleins de bonne volonté et se retrouvent à 18 ans, le bec dans l'eau avec une impossibilité, une incapacité à travailler. Donc ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus de logement, ils sont coupés de leurs droits clairement. Et puis ils se retrouvent à être aidés par des associations qui donnent énormément de bonne volonté, de leur temps et qui se retrouvent aussi parfois dans des situations très complexes parce que ça demande beaucoup de moyens et malheureusement les moyens il faut aller les trouver quelque part. Et concernant les mineurs, parfois on décrète qu'ils sont mineurs de façon biaisée par des tests qui sont très peu fiables. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui ? Alors, ça existe encore. Oui, ça existe encore. C'est pas tout le temps utilisé, mais lorsque il y a un doute sur la minorité du jeune, il y a des tests qui peuvent être effectués à l'hôpital, souvent c'est ce qu'on appelle les réquisitions osseuses, et ça c'est le procureur qui le demande. Alors on va revenir sur cette question de médiatisation, de groupuscules politiques qui font pression et leur impact sur le quotidien des associations et des migrants. Mais avant, on va écouter un petit morceau de Singila qui s'appelle L'enfant du pays, tout de suite sur RCN 90.7. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 pour parler de la question d'immigration. On vient d'écouter le morceau de Singila, L'enfant du pays. C'est vrai que pour les personnes qui sont exilées, qui sont immigrées, il y a quand même un sentiment d'appartenir à un pays et de s'intégrer dans le pays qu'on vient de rejoindre. Est-ce que vous vous sentez intégré en France aujourd'hui ? Pour moi, oui. Oui. Grâce à bénévoles et grâce à la société française, je me bien intégré avec le théâtre. J'ai fait 1 an et quelques dans une famille française. Ça m'a aidé beaucoup. La famille Talot, j'ai passé bonjour à la famille Talot. On les salue. Et ça me fait du bien, oui. Ouais. Salut. Ouais, je dirais oui, parce que depuis que je suis là, je suis accompagné par 2 associations. Toi pour les migrants. Toi pour les migrants, et aussi ça c'est tout récemment que j'ai fait la connaissance de Bernard, et j'ai vu tout l'effort qu'il fait, et en plus ce qui m'a beaucoup choqué la première fois, c'est des vieux personnes qui sont à la retraite. C'est pourquoi tous les mercredis aussi je me suis dit que je vais venir aider à 7h30 pour faire du bénévolat avec eux. Et je trouve que c'est des personnes vraiment généreuses. Ils sont vraiment, ils ne ménagent aucun effort pour aider les migrants à mieux s'intégrer. C'est vraiment des personnes qui sont généreuses en fait. Je trouve pas les mots pour les qualifier. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour ces jeunes. Et merci du fond du cœur. Et aussi, il y a une autre association JRS qui est dirigée par monsieur Philippe Plan, et dont je salue au passage. Eux aussi ils font du bon travail, et actuellement je vis chez lui et je suis en maison d'accueil. Je lance un appel à tous les habitants de Nancy aussi de rejoindre l'association pour accueillir plus de jeunes qui
qui sont dans la rue ou bien qui n'ont pas d'habitation. Donc je me sens intégré et j'ai pas de problème. Je me dis toujours les bonnes manières sont universelles. Tu viens en France, tu vas aux États-Unis, tu te comportes bien avec les gens, ça passe. Tu vas bien t'intégrer et comme tout pays, il y a des choses à ne pas faire. Tout ce qui est interdit par la loi, faut éviter ça. Et respecte toutes les gens que tu croises, respecte. Et le respect, ça commence par soi. Si tu te comportes bien et tu te comportes bien avec les gens, c'est ce qu'on te rend. Donc, je lance un appel aux jeunes migrants qui ont quitté leur pays pour venir ici. Donc, de se comporter bien avec les gens et de ne manquer de respect à personne, quoi. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est notamment ce qu'on relève dans la conversation, le livre Conversation entre Edgar Morin et Tariq Ramadan qui s'appelle Au péril des idées, où ils disent que pour s'intégrer dans un pays, il faut le respect des 3 L. Donc, c'est-à-dire essayer d'apprendre la langue, avoir une loyauté envers le pays et respecter la loi de ce pays. C'est le meilleur chemin vers l'intégration. Il y a aussi des questions politiques. Il y a des groupuscules comme Génération Identitaire qui font souvent des opérations entre guillemets anti-migrants où ils vont aux frontières pour empêcher les migrants d'entrer en France. Il y a Jean Ziegler qui est le vice-président du comité consultatif des droits de l'homme à l'ONU, qui dans son livre qui s'intitule Lesbos, la honte de l'Europe, dit, je cite, l'Union européenne veut réduire le nombre d'arrivées de réfugiés et toujours selon lui, le commissaire chargé des questions migratoires à Bruxelles a pour mission de protéger le mode de vie des Européens qui seraient, entre guillemets, menacés par une arrivée massive des migrants. Qu'est-ce que ces citations vous inspirent ? Moi, je voudrais juste dire un mot encore sur la question de l'intégration. Je crois que ça doit être quand même très difficile pour un jeune, par exemple, de se sentir intégré quand ils ont réussi à être pris en charge par le conseil départemental pendant un certain temps et ils se retrouvent au moment où ils ont démarré un contrat d'apprentissage où ils ont un contrat de travail, on leur dit non, c'est fini, vous avez une obligation de quitter le territoire français. Et là, on en connaît quand même beaucoup qui sont plus que déprimés, qui n'en peuvent plus parce que tous leurs espoirs sont tombés d'un jour à l'autre, quoi. Et là, on peut pas dire qu'ils sont intégrés. Donc ce sont des jeunes qui étaient intégrés, qui avaient un travail, qui avaient le sentiment que c'était bon, quoi, c'était bien parti, et puis tout d'un coup, on casse tout. Et puis je rappelle quand même qu'il y a un grand nombre de familles. Nous, on a aidé, par exemple, pendant la période du confinement, on a aidé une centaine de familles qui sont là. Certaines sont là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les enfants sont scolarisés, sont totalement intégrés. Et eux n'ont toujours pas de titre de séjour. Ils ne peuvent toujours pas travailler. Ils n'ont aucune aide sociale. Et c'est très, très difficile pour eux, quoi. Donc, du jour au lendemain, il y a cette menace, cette épée Damoclès qui plane. Il y a les OQTF qui tombent, les obligations de quitter le territoire français qui tombent sans arrêt. Mais il faut quand même réaliser que c'est des personnes qui ne partiront plus. Leurs enfants pour eux, ils sont français. Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière tout ça? Ça paraît évident, quoi. Alors autant effectivement au niveau de la Meurthe-et-Moselle, c'est appliqué de façon très stricte, mais c'est une politique qui est nationale. Aujourd'hui, en France, on compte 400 000 sans-papiers et je me suis amusé à faire un petit calcul. On a à peu près 35 000 communes. Pour ceux qui ont peur, ça ferait à peu près 11 sans-papiers par commune. Donc juste pour ceux qui craignent ce qu'on appelle un grand remplacement, il n'est pas du tout près d'arriver. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés évalue à 5 millions maximum le nombre de personnes qui souhaitent aujourd'hui se mettre en route et trouver refuge en Europe. 60 millions si on compte partout dans le monde. Et la grande majorité de ces personnes qui migrent à l'intérieur de leur propre continent. Donc les réfugiés de la violence, eux, sont au maximum 25 millions dans le monde. Pour ceux qui sont éligibles, en tout cas à l'article 3 de la Convention de Genève, qui dit, je cite, « Les États contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion et les pays d'origine ». Ça veut dire que même selon les déclarations des droits de l'homme, on doit accueillir des personnes qui sont en danger. Lilia? Oui, j'aimerais rebondir sur le nombre de personnes
pays différents qui viennent en France. Mais on ne parle pas des chiffres, du nombre de personnes françaises qui partent vivre à l'étranger, parce que les Français aussi sont des migrants. Ce qu'on appelle les expatriés en général. Les expatriés, voilà, ce sont des expatriés. Donc, si on fait le ratio entre le nombre de personnes qui partent chaque année et le nombre de personnes qui arrivent, je pense qu'on serait assez surpris. J'aimerais rebondir aussi sur autre chose, sur cette idée qu'on a des personnes migrantes qui viennent profiter des aides sociales. Vous l'avez dit tout à l'heure. Pour obtenir une aide sociale en France, il faut être une personne de droit commun, c'est-à-dire avoir un titre de séjour sur le territoire, avoir l'autorisation à être régularisé sur le territoire français. Donc, sur toutes ces personnes qui n'ont pas de papier, sachez, chers éditeurs, qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas avoir droit aux aides sociales, ils ne peuvent avoir droit à rien du tout. Voilà. Donc il n'y a aucun droit reconnu pour les personnes qui sont en situation irrégulière. Il n'existe pas. Et autre chose, il faut savoir qu'il y a énormément, et je parle des jeunes en tout cas que j'accompagne, ils n'ont même pas connaissance de toutes les aides sociales auxquelles ont droit les Français. Voilà. Et je rappelle que 15 950 personnes étrangères en situation irrégulière ont quitté le territoire français en 2020. Aussi, donc il y a une crainte, on revient toujours au même thème, sur les médias, les politiques, la question du grand remplacement. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes? Non, mais tout ça, c'est des fantasmes, je veux dire. Si on regarde l'histoire de France sur 2000 ans, on se rend compte du nombre de brassages de population qui a eu lieu. Je pourrais faire la liste si vous voulez, mais ça serait trop long. Moi, j'ai été élevé dans une rue avec des Italiens. Que des Italiens, et en plus c'était un peu tendu parce que les Italiens ils étaient pas du bon côté de la guerre, donc à la sortie il en est resté des traces. Et les copains, les gosses, on était tous copains, je veux dire. Bon, simplement il faut le temps que les gens apprennent la langue, le temps de s'intégrer, il faut un certain temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se ferait d'autant plus vite s'il y avait une véritable politique d'accueil, d'intégration, de mise à l'école, de permettre de donner des droits. Alors c'est sûr qu'avec la politique qu'on constate ici en Meurthe-et-Moselle, ça facilite pas l'intégration et ça crée des tensions auprès des jeunes. Alors c'est pas étonnant après qu'on entend ce genre de discours qui est de l'exploitation politique. Il faut dire les choses par leur nom. Cette histoire de grand remplacement, c'est de la foutaise, mais c'est exploité politiquement parce qu'il va y avoir les élections présidentielles et que c'est la chasse aux voix de droite, c'est tout. Voilà. Alors pour terminer cette émission, Lilia, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'État? Qu'est-ce qu'on peut espérer des politiques, de la puissance publique sur ces questions-là? Qu'on arrête simplement d'être hypocrite. Comme je le disais tout à l'heure, les personnes qui viennent d'ici ne viennent pas dans l'idée de remplacer la population française. Ils ont juste espoir de trouver leur place et pas de remplacer les autres, d'apporter leur savoir, leur savoir-faire, leur culture aussi. Leur culture, exactement. Et puis ils attendent tellement de choses, vous savez. Mais je pense c'est quelque chose à double tranchant, quoi. Enfin, finalement, on a tous à apporter quelque chose et ils ont également à apporter de leur côté. Et quand on parle d'origine, finalement, vous savez, moi récemment, j'ai fait un test d'ADN pour connaître mes origines ethniques et j'ai été très surprise du résultat parce que finalement, on vient de partout, on vient du monde entier. Voilà, on a des origines ethniques du monde entier. Donc, je pense que il faut arrêter de mettre des frontières avec les autres. Voilà. Très bien, eh bien ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à Brigitte, merci Bernard, merci Karim, Saliou et Lilia. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur RCN 90.7. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org